Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi et comme vous le savez, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est nous. Bonjour, je suis Christelle de Zalag. David, aussi de Zalag. Zalag est un éditeur de jeux et de bandes dessinées indépendantes. Alors aujourd'hui au programme de l'émission, une critique de Monster Hunter Try sur Wii, Compiler et puis les sorties animées et mangas. Et pour commencer, les news. Les 10 et 11 avril dernier se tenait au Palais Neptune de Toulon la 5e édition du festival Mangazur, le lieu même où se tenait auparavant Feu le cartooniste. Plus de 8000 personnes étaient présentes pour honorer le travail de la cinquantaine de bénévoles ayant mis en place cet événement visant à faire découvrir la culture japonaise dans le sud de la France. Outre de nombreux stands, on trouvait des démonstrations d'arts martiaux, des conférences, un concours de cosplay ou encore des concerts avec notamment les romanesques. D'autres invités étaient présents comme les équipes de Noob. On regrette cependant que la Flanders Company n'ait pu se rendre sur place, la faute à des problèmes de transport toujours imprévisibles. Hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! Des rumeurs affirmaient que des jeux de la défunte Dreamcast verraient le jour sur le Xbox Live Arcade. Eh bien réjouissez-vous compagnons, car c'est bien 3 titres majeurs qui vont apparaître prochainement devant vos yeux ébahis. Crazy Taxi, Sonic Adventure et Quake 3 Arena vont venir se rajouter à la longue liste de titres disponibles sur le XBLA. Histoire de ne pas nous faire pleurer sur les graphismes, les titres seront lissés et Quake 3 bénéficiera du Xbox Live pour des joutes online endiablées. On attend déjà nerveusement l'alarme à l'œil que tout ce beau monde soit disponible, surtout que d'autres jeux viendront par la suite comme Metal Slug Double X et Raystorm. Les prix des jeux seront bien entendu communiqués en même temps que leur date de sortie, c'est-à-dire plus tard. When the world grows still and twilight falls, you will stand alone and gaze afar. Quand on cite la série The Settlers, on se remémore avec nostalgie les longues heures passées sur Settlers 2 à regarder nos colons collecter, transporter et produire toutes sortes de marchandises. Mais habitués depuis quelques années à des suites de mauvaise qualité, les joueurs en avaient presque oublié l'existence de la série. Pourtant, il y a moins d'un mois sortait The Settlers 7, à l'aube d'un nouveau royaume. Et là où l'on attendait encore un titre sans intérêt, la surprise fut de taille. Visuel d'abord, car le jeu est sublime. Les décors, le chara-design, les bâtiments, les nombreuses animations allant du vent dans les arbres aux productions de marchandises. Rien n'a été laissé au hasard. Quel plaisir que de redécouvrir la série avec une aussi bonne direction artistique. Revers de la médaille, le jeu est très gourmand et nécessite une grosse config pour en profiter pleinement. Zoe, this is the moment you have been waiting for. This is your chance to become queen. Côté gameplay, The Settlers 7 reste fidèle aux origines de la licence, tout en proposant bon nombre de modifications pour dynamiser les parties. Par exemple, la victoire s'octroie maintenant en remportant un nombre de points de victoire défini en début de partie. Ces points sont décernés lors de la réalisation de divers objectifs, comme atteindre 25 pièces d'or ou conquérir plusieurs territoires, et peuvent être volés aux adversaires si l'on dépasse leur performance. Mais ces innovations ont surtout pour but de rendre le multijoueur possible. Et c'est là que le dernier Settlers prend toute son ampleur, car les équipes de Blue Bytes ont réussi à faire un jeu de gestion qui fonctionne très bien en multi, obligeant les joueurs à rusher les points de victoire pour gagner, et évitant ainsi aux parties de s'enliser pendant des heures. On note aussi la présence de plusieurs features, comme la possibilité de débloquer des succès et de les afficher sur Facebook, ou de personnaliser son château. Attention par contre, suite à la nouvelle politique d'Ubisoft, le jeu est protégé par un DRM et nécessite donc une connexion internet pour être lancé. Desire, how wonderfully blinding you are. Eh bien, tout de suite, on va voir la critique de Monster Hunter Try sur Wii, un jeu développé et édité par Capcom. D'ailleurs, David, t'aurais pas une petite anecdote à nous raconter là-dessus? Merci. Oui, j'avoue, j'ai travaillé sur un des précédents épisodes, merci Christelle, et je me suis retrouvé à présenter le jeu en réunion pendant 3 heures avec une très belle armure en métal, un casque en haume et l'épée de Conan le Barbare. Bon, je n'étais pas forcément obligé de le raconter, merci Christelle. Bon, allez, amusez-vous plutôt avec la critique, et puis à tout de suite.
Énorme phénomène dans l'industrie japonaise du jeu vidéo depuis 5 ans, la série Monster Hunter a enfin un titre inédit sur une console Nintendo. Cette série de jeux développée par Capcom a débuté en 2005 et compte aujourd'hui près d'une dizaine d'épisodes sur diverses machines, dont les plus vendus sont sur PSP et PS2. Avec son gameplay typé MMORPG jouable seul ou en équipe, Monster Hunter propose d'affronter ou de capturer de gigantesques créatures lors de combats bien longs pouvant même durer 45 minutes. Si le succès a rapidement été au rendez-vous au Japon, ça n'a pas été le cas en Europe, où le mode online de la PlayStation 2 a été boudé par les joueurs. Ce dernier épisode, Monster Hunter Tri, est sorti début août sur l'archipel, en exclusivité sur Wii, et ses chiffres de vente ont même dépassé ceux de Super Mario Galaxy. Cependant, on se demande si la sauce va enfin prendre en Occident malgré l'indifférence générale dans laquelle sont sortis les titres précédents. La popularité de la Wii parviendra-t-elle à faire une différence ? Moga, un prospère village de pêcheurs, est ravagé par un séisme qui pourrait bien être l'œuvre d'un dragon aquatique légendaire, le Lagiacrus. La survie du village et de ses habitants étant menacée, le chef fait appel à un chasseur incarné par le joueur. Celui-ci aura comme objectif principal de se débarrasser du monstre, mais aussi d'effectuer une foule de quêtes et de services ordonnés par la guilde des chasseurs ou par les villageois eux-mêmes. Et voilà, c'est tout. Puisque ce que l'on attend d'un Monster Hunter, c'est de partir à l'aventure pour affronter des créatures gigantesques. Monster Hunter Tri est un MMORPG au gameplay proche des Phantasy Star Online. Certes, on retrouve des côtés indéniablement RPG comme les statistiques du personnage, la gestion des objets, des armures, etc. Mais le jeu ne propose par contre aucun point d'expérience. Toute amélioration de son personnage se fait par l'acquisition d'un équipement de plus en plus performant au fil du jeu. Pour ce qui est de l'aspect action, le jeu se joue à la manière d'un hack and slash en temps réel. Deux manières de jouer sont proposées, le combo Wiimote Nunchuk et la manette classique. Il va sans dire que le choix de cette dernière s'impose à cause du manque de précision et d'ergonomie du gameplay à la Wiimote. Une nouvelle manette classique très confortable, la Classic Pro, est d'ailleurs sortie spécialement pour ce jeu. Au niveau des commandes, rien de bien original. On frappe, on esquive, on a un bouton pour les objets, etc. Le stick droit est dédié quant à lui à la caméra. C'est ce même stick qui servira à s'orienter sous l'eau, car l'une des grandes nouveautés du jeu est la possibilité d'explorer les milieux marins et de se battre sous l'eau. Les armes des anciens jeux sont toujours présentes. Vous pourrez donc à nouveau manier épée, marteau, fusil arbalète, ainsi que deux nouvelles armes inédites. Le gameplay de chaque arme est complètement différent, permettant à chacun de trouver le style de combat qui lui convient. Si les quelques armes sont évidemment disponibles dans les boutiques, le seul moyen de se procurer quelque chose d'efficace sera de les faire forger à l'aide des différents matériaux récupérés lors des parties de chasse. Il en est de même pour les armures et les accessoires. Les possibilités de customisation sont assez énormes. Plusieurs modes sont proposés. Tout d'abord le mode offline, c'est-à-dire l'aventure en solo. Extrêmement long et complet, il demandera aux joueurs de sauver le village Moga, d'effectuer des quêtes données par la guilde, mais permettra aussi d'explorer librement les différents environnements, la forêt Moga au départ, puis le désert, la toundra, et encore bien d'autres par la suite. Il y a également une foule de choses à faire à côté, qu'il est impossible d'énumérer ici, du troc à l'agriculture, en passant par l'étude de monstres. Les quêtes, quant à elles, sont aussi très variées, partir à la recherche de diverses ressources, tuer un certain nombre de petits monstres, capture et bien sûr les affrontements avec les gigantesques dragons. Ces derniers sont absolument magnifiques, mais surtout impressionnants. De manière générale, les combats contre les différents dragons constituent le cœur de la série. Il ne faut pas espérer se débarrasser de ces créatures en bourrinant pendant 5 minutes. Dans Monster Hunter, il faut étudier sa proie, ses mouvements, élaborer une stratégie. Si d'autres jeux comme God of War par exemple proposent des combats dantesques, ici il ne faut pas espérer de QTE ou une quelconque aide pour oxyre la bête. Pour revenir au mode de jeu proposé, on trouve aussi un mode arène qui propose, comme son nom l'indique, d'affronter un monstre dans une arène. Ce dernier est jouable en solo, en local avec un ami qui aura importé son personnage dans sa Wiimote et bien sûr en ligne. Vient ensuite le mode online. Différents serveurs sont proposés en fonction du niveau du joueur, niveau calculé selon ses statistiques et le nombre de quêtes accomplies, ou en serveur libre où les gens de tout niveau peuvent se retrouver. Dans ce mode, le joueur ne part pas du village, mais d'une immense ville située dans le désert, dans laquelle il pourra faire ses emplettes, trouver des artisans, discuter à la taverne avec d'autres joueurs et partir en quête bien évidemment. La formation des équipes est libre et n'utilise pas le système des codes amis, heureusement.
Pour communiquer lors des combats, des phrases et attitudes préenregistrées sont disponibles. On pourra aussi utiliser le clavier virtuel, brancher un clavier USB ou encore le micro WeSpeak. Certes, Monster Hunter Tri n'est pas exempt de défauts, à commencer par certaines mécaniques de jeu assez raides comme l'impossibilité de loquer un monstre, l'utilisation des objets en combat assez handicapante, les petites animations vides barbantes lorsque l'on collecte des ressources. Les combats sous l'eau, aussi beaux et impressionnants qu'ils peuvent être, manquent de maniabilité. D'autre part, si le jeu a été entièrement traduit en français, certains termes restent assez énigmatiques. Il faut environ 1h30 à 2 heures de jeu pour assimiler les bases, et plusieurs choses ne sont pas expliquées, ce qui est un peu embêtant lorsque l'on est un néophyte de la série. Pour finir, les graphismes sont optimisés pour le mode 480p Progressive Scan de la Wii, si bien que même lorsque l'on a un écran d'environ 50 pouces, les textes sont un peu difficiles à lire. Dans un registre plus positif, il ne faudrait pas oublier de souligner plusieurs points importants. Pour de la Wii, les graphismes sont au-dessus de la majorité des jeux actuels. Les décors sont soignés, les designs des monstres très réussis, en particulier les gros monstres, leurs animations, ainsi que leurs cris qui les rendent chacun uniques. L'ambiance sonore apporte énormément à l'immersion du joueur. En temps normal, on entend juste les cris des monstres, les bruits de la nature. Mais lorsqu'un mastodonte approche, la musique démarre, créant ainsi une grosse poussée d'adrénaline, car on n'a pas encore forcément localisé la créature. Ces thèmes épiques sont d'ailleurs interprétés par un orchestre philharmonique. Monster Hunter Tri est un ovni dans le paysage vidéoludique de la Wii, en particulier en Occident. Ce jeu orienté gamer par excellence s'illustre par la profondeur qu'il atteint tout en restant relativement accessible. Malgré ses quelques défauts qui peuvent s'avérer un peu crispants, force est de constater que l'ambiance épique du jeu fonctionne à merveille. D'autre part, Monster Hunter Tri est assez flexible, puisqu'il arrive à satisfaire les joueurs qui souhaitent passer une 60aine d'heures dessus, comme ceux qui vont en passer 600. Si l'on n'a pas envie de jouer online, qu'à cela ne tienne, le mode solo est déjà vraiment long et on peut le faire à son rythme. Quant aux parties online, elles sont faciles d'accès et rendent le jeu infinissable. D'autre part, il serait dommage de ne pas souligner que le mode online est entièrement gratuit, ce qui n'est pas le cas au Japon. Monster Hunter Tri est en somme une excellente alternative pour tous ceux qui ne peuvent pas jouer en ligne sur PC ou qui cherchent un jeu bien long et bien corsé sur Wii. Le tout est de savoir s'il va trouver son public en France. Bon, et bien tout de suite on passe à Compiler avec un sujet sur les masques de collision. C'est quoi un masque de collision? Je sais pas. Je te rappelle qu'on travaille dans le jeu vidéo. Tu sais ce que c'est toi du bump mapping? Non. Bon, bah je crois qu'on a vraiment besoin de regarder Compiler. Hein. Ouais, je crois aussi. Les masques de collision. Bonjour à tous, bonjour Compile. Bonjour Cyril, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je viens de le dire à la fin du générique, les masques de collision. Ah, je sens que c'est encore un truc de vieux gamer aigri. C'est vrai que ça concerne surtout les jeux 2D. Pour ceux qui suivent, on en a déjà parlé dans Superplay. Radigo, si tu nous regardes. Bon allez, ça sert à quoi? À masquer les collisions? Non, c'est un terme technique et ça signifie qu'on va détecter des collisions. Par exemple, dans un shoot'em up, le vaisseau du joueur va tirer des projectiles. Et si ces projectiles atteignent un vaisseau ennemi, alors il y a collision entre les deux sprites. Attends Cyril, là, c'est une blague? Mais je comprends même pas pourquoi on en parle, mais c'est évident ce truc. Ah ouais? Eh ben comment tu ferais toi pour programmer ça? Je te donne un exercice. Le jeu se passe sur un écran de 800 pixels par 600, et on connaît les coordonnées X et Y de chaque sprite à l'écran. Je te vois venir. Bon alors soyons logiques. On va dire que le projectile a des coordonnées que je vais appeler X1 et Y1. Et le vaisseau ennemi a des coordonnées qu'on va appeler X2 et Y2. Tu suis Cyril? Je fais un test. Si X1 égale X2 et Y1 égale Y2, alors j'en déduis que le projectile a les mêmes coordonnées que le vaisseau. Logique. Donc c'est la collision. Paf boum tagadam, score reçoit score plus 10. Ouais, alors regarde, voilà ton projectile. Ses coordonnées sont X1 et Y1, comme tu l'as dit. Maintenant voici le vaisseau ennemi. X1 n'est pas égal à X2 et Y1 n'est pas égal à Y2. Donc les deux objets ont des coordonnées différentes. Et pourtant regarde bien là. Y'a pas paf boum tagada score truc bidule? Ah ouais c'est sûr, vous êtes exigeants aussi vous les gamers. C'est à ça que sert le masque de collision. C'est une zone définie par le programmeur pour chaque sprite qui est stocké sous forme d'objet graphique. Il peut avoir la même forme que le vaisseau, ou être plus petit, plus grand. Ça dépend du gameplay qu'on veut donner au jeu. D'accord, donc il y a collision quand deux masques de collision se recouvrent l'un l'autre, c'est ça?
Mais le problème reste entier. Comment je fais moi pour savoir si les deux masques de collision se recouvrent? Alors une première technique consiste effectivement à faire des tests sur les coordonnées des bords du masque. Mais dans ce cas, ça ne marche que si le masque est rectangulaire. Sinon, c'est vraiment trop chiant à faire, il faudrait tester les coordonnées de chaque pixel du masque. Typiquement, on peut faire ce genre de choses sur un bout du décor destructible, sur lequel la précision de la collision n'est pas cruciale. Ouais, mais admettons que je vais faire un test de collision au pixel près sur un sprite hyper tordu. Ah, ça te la coupe là? Ouais, même pas peur. Pour les masques de collision complexes, on fait appel à la logique binaire. Rappelle-toi, l'opération logique et. Ah, parce que ça sert vraiment à quelque chose en fait. Je te rappelle rapidement que ça donne 0 et 0 égale 0, 1 et 0 égale 0, 0 et 1 égale 0, 1 et 1 égale 1. Maintenant, regarde les masques de collision. Tu n'as pas remarqué qu'ils étaient en une seule couleur? Les pixels sont noirs ou blancs. Ah ouais, d'accord, j'imagine qu'un pixel noir vaut 0 et un pixel blanc vaut 1. Et oui, maintenant superposons deux masques de collision. Pour ce faire, on va faire une opération et entre chaque pixel des deux masques de collision. Au final, seuls les endroits où les masques de collision se recouvrent apparaîtront en blanc. Si tout est à 0, il n'y a pas eu collision. Par contre, si dans le tas il y a des 1, alors, paf boum. Tu sais Cyril, tu me fais rigoler quand même. Tu crois que je vais gober ça? J'en ai vu des jeux de dés, mais j'ai jamais vu des masques noirs ou blancs clignoter à l'écran. Attends, et tu prends les programmeurs pour qui là? Évidemment, c'est fait dans un coin de ta mémoire, mais ce n'est pas affiché. D'accord, mais ça fait quand même pas mal de choses à programmer tout ça. Et tu sais quoi? Sur les consoles et les bornes d'arcade, tout ça était fait en hardware. Encore? Putain, j'ai vraiment l'impression qu'on se fait avoir, nous les ordis. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Et tout de suite, on va passer aux sorties animées et manga. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as lu en dernier comme manga, Christelle? Tu sais, c'est pas trop mon univers, moi, les mangas. Par contre, j'ai beaucoup aimé Death Note. Et toi? Sympa. Écoute, moi en ce moment, je suis en train de revoir Kenshin le Vagabond. C'est une excellente série, un excellent animé, un mélange un petit peu de City Hunter, Nicky Larson, mais Moyen-Âge japonais avec des samouraïs. Bref, si vous aimez les samouraïs, que vous aimez rigoler, vous pouvez y aller. Ok. Et maintenant, les sorties animées et manga. Life became gray and flavorless. But when all seemed lost, I stared at defeat and found hope. La vie n'est pas facile pour les habitants de Swallow Falls. Cette petite île de l'océan Atlantique ne vit que grâce à la pêche à la sardine, secteur malheureusement en déclin. Flint Lockwood pense avoir la solution. Une machine qui transforme l'eau en la nourriture de son choix. Pourtant, il n'est pas vraiment soutenu. Par exemple, son père, vieux pêcheur, ne comprend rien à ces histoires. Toute la ville le considère également comme un original dont les inventions ne font que semer la pagaille. Ils n'ont d'ailleurs pas tout à fait tort puisque la dernière expérience du scientifique tourne une fois de plus au vinaigre. Pourtant, tout le monde se réjouit quand celle-ci se conclut en une averse de nourriture au sens propre du terme. Steve, my best friend and trusted colleague. Steve. À terme, Flint va tout de même apprendre que tout progrès technologique présente aussi sa part de risque. Ken. I knew I could. Réalisé par les jeunes créateurs Chris Miller et Phil Lord, Tempête de boulettes géantes a connu une sortie assez discrète en octobre 2009. Le film a tout de même attiré plus de 600 000 spectateurs. Il est disponible depuis fin février en DVD et Blu-ray. Coolness enhancement complete. Engage coffee break. Networking. Ce long métrage est l'adaptation d'un livre pour enfants écrit par Judy et Ron Barrett et paru en France aux éditions de l'École des loisirs sous le titre « Il pleut des hamburgers ». Cette parodie de film catastrophe au concept assez improbable est une très agréable surprise qui, au final, arrive à toucher juste. Il s'adresse avant tout au jeune public, mais se laisse regarder avec beaucoup de plaisir par les plus grands. Ses dialogues inventifs, son humour et le recul constant que le long métrage a sur lui-même en font un film très léger. Sans doute est-ce une des premières fois que nous avons affaire à un film de geek, mais qui ne l'aurait pas destiné en premier lieu. Il évite ainsi les références gratuites à foison pour se contenter des influences indéniables et bien digérées de ce genre de thématique. Il suffit de s'apercevoir que dans le casting en VO se sont glissés Bruce Campbell ou encore Mr. T pour en être convaincu. La VF, quant à elle, a été confiée au studio de Saint-Ouen. Elle offre un travail remarquable, rendant justice au dialogue astucieux et au jeu pétillant des comédiens américains. Votre machine? Alors c'était ça, la fusée? Vous aimez? Oh, j'adore!
C'est tout simplement fantastique. Regardez ça. C'est le phénomène météo le plus fort de tous les temps. Ouais, vous seriez pas une météo? Avec Tempête de boulettes, la sauce prend très bien. Et il n'y a donc aucune raison de se priver d'un film aussi délicieux. Untied shoelaces. Which is why I've invented a laceless alternative foot covering. Spray-on shoes! Voila! So nifty! How are you gonna get him off, nerd? What a freak! He wants to be smart, but that's lame! I wanted to run away that day. But you can't run away from your own feet. Well, not every sardine is meant to swim, son. I don't understand fishing metaphors! What did I say? Don't worry. Honey, I think your shoes are wonderful. Everyone just thinks I'm a weirdo. So? People probably thought that these guys were weirdos too. But that never stopped them. I was saving this for your birthday, but here. A professional grade lab coat. Just like the real guys wear. It fits perfect. The world needs your originality, Flint. You just have to grow into it. And I know that you're gonna do big things someday. From that moment on, I was determined to invent something great. Le verser dans son corps, en imprégner chacune de ses cellules. Évidemment, nous parlons ici de chocolat. La friandise à base de cacao est en effet le fil conducteur du manga Heartbroken Chocolatier. Sota, étudiant dans une école de pâtisserie, voue un amour sans limite pour Saeko, une jeune fille plutôt banale. Il essaye en vain de combler l'amour de la jeune femme par des chocolats, celle-ci s'avérant être une fashion victime de ses douceurs. Cependant, la dulcinée de Sota se révèle être une femme facile qui s'est jetée dans les bras de ce dernier seulement pour se consoler de l'absence de son petit ami officiel. Face à cette défaite, Sota décide de tout quitter et de partir en France afin d'être engagé comme apprenti dans une chocolaterie de renom. Son but, devenir le prince du chocolat et reconquérir le cœur de la belle. La mangaka Mizushiro Setona s'est déjà fait connaître en France avec l'excellent L'infirmerie après les cours, un shoujo très sombre proche du seinen. Elle est aussi l'auteure du Jeu du chat et de la souris, un yaoi assez cru qui explore la complexité des relations hommes-femmes, et plus récemment de Black Rose Alice, une histoire fantastique. Avec Heartbroken Chocolatier, le chocolatier au cœur brisé, la dessinatrice signe une histoire de romance qui, de prime abord, ressemble à bon nombre d'autres shoujo. On y retrouve des classiques du genre comme l'amour à sens unique ou le triangle amoureux. Malgré le côté noir assez marqué de cette histoire romantique, les personnages ont tous un côté très attachant et l'humour y est omniprésent. Niveau dessin, Mizushiro Setona adopte le même style que dans ses œuvres précédentes, un trait clair et sensuel aux limites du yaoi. Mais là où l'auteur surprend, c'est au niveau de la personnalité de ses personnages. La psychologie torturée de Sota reste en effet le point fort du titre. Le jeune héros va passer ainsi du statut de garçon romantique et naïf à celui d'homme calculateur froid et machiavélique qui ne rêve que de se repaître de sa proie. Un revirement plutôt atypique pour un premier tome et qui promet une suite riche en rebondissements. C'est donc avec impatience que l'on attend de pouvoir dévorer le tome 2 de ce délicieux manga. Bon, eh bien malheureusement c'est fini pour aujourd'hui. On a passé un bon moment avec vous. Et puis en fait, vous savez pas vraiment qui on est. Ça peut-être bien qu'on se présente maintenant que l'émission est finie. Bah oui, Zalag est un éditeur lyonnais, créé fin 2009. On travaille actuellement avec une cinquantaine de créatifs sur 3 jeux et 3 bandes dessinées.
C'est des projets originaux qui seront uniquement en vente par contre en téléchargement sur WiiWare, sur PC notamment. Et puis on espère que ça pourra vous plaire. Et puis de toute façon, quelque chose me dit que d'ici quelques jours, vous pourriez avoir des petites nouvelles justement sur nos premiers projets. Et oui, et en attendant ces petites nouvelles, vous pouvez aller sur notre page Facebook pour avoir des infos exclusives, des screenshots, des petites vidéos. Voilà, n'hésitez pas. Merci à tous, au revoir. Merci.